Il est 20 h dans la province de Langounié et précisément à Mimongo. C'est la même heure à Libreville, la capitale gabonaise. Voici les titres de votre journal. Lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogobekale, était ce matin au siège de la commission en vue de déclarer ses biens, comme le stipule la loi en vigueur dans notre pays. Célébration aujourd'hui à travers le monde de la journée de la prévention contre les violences faites sur les mineurs. En l'absence de manifestations officielles, notre rédaction revient ce soir sur l'ampleur du phénomène au Gabon et les différents types de violences enregistrées sur les mineurs. Enfin, les agents des régies financières du Gabon comptent passer à la vitesse supérieure de leur mouvement d'humeur si un cadre formel de dialogue avec leur tutelle n'est pas mis en place. C'est ce qui ressort de la conférence de presse que les responsables des différents syndicats du ministère de l'économie et du budget ont animé ce matin à Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Première. Bienvenue dans votre journal. Le temps pour moi de m'installer cette première actualité en ouverture. À quelques mois du lancement de l'exposition internationale Dubaï 2020, le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogobekale, a eu une séance de travail ce matin avec quelques membres de son équipe gouvernementale. La participation du Gabon à ce grand rendez-vous était au centre des échanges. Le compte rendu de Cabral Guilané-Mami et Bertin Osaga. L'exposition universelle de 2020 aura lieu à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Plus d'une centaine de pays prendront part à cet événement dans le Gabon. Cette séance de travail dirigée par le Premier ministre, chef du gouvernement, a donc pour objectif de préparer la participation de notre pays à cette rencontre internationale. Il s'agissait donc au cours de cette réunion pour le Premier ministre de mettre en place donc un comité d'organisation nationale, mais aussi surtout susciter l'implication des différentes parties prenantes au projet qui sont membres du comité de pilotage afin que le Gabon puisse avoir une participation efficiente à l'exposition universelle de Dubaï. Le sous-thème qui sera mis en valeur par le Gabon lors de cette exposition internationale s'intitulera « Durabilité », une façon pour les plus hautes autorités gabonaises de mettre en valeur la préservation de la biodiversité. Le Gabon mettra sur la table son savoir-faire en termes de protection de la biodiversité, de l'environnement, donc la conservation. Tout ce qui est conservation va être partagé avec tous les autres pays du monde, sachant que le Gabon appartient au deuxième poumon vert de l'humanité. L'exposition universelle de Dubaï permettra aux pays qui prendront part de promouvoir le progrès humain de façon durable. C'est pourquoi le sous-thème choisi par les autorités gabonaises rentre en droite ligne avec le principal thème qui est « Connecter les esprits, construire le futur ». Juste après cette séance de travail, le Premier ministre Julien Kogobekale s'est rendu au siège de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. L'exemple venant du haut de la pyramide de commandement, le chef du gouvernement a donc procédé à la déclaration de ses biens comme le prévoit la loi gabonaise. Le point avec Cabral Guilané-Mami et Bertin Osaga. Le Premier ministre, chef du gouvernement, à la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Julien Kogobekale a fait le déplacement pour se prêter au rituel de la déclaration de ses biens comme le prévoit la dite commission. Un acte normal, une obligation légale. La loi fait obligation à tout dépositaire de l'autorité de l'État de faire à l'entrée en fonction une déclaration de biens. Tout Gabonais est en droit de déclarer ses biens. C'est pourquoi le Premier ministre lance cet appel à l'endroit de ses compatriotes. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter tous les responsables administratifs, toute la classe politique gabonaise, dépositaires de l'autorité de l'État, à venir faire leur déclaration de biens. C'est une obligation légale. En ce qui concerne les interpellations récentes des dirigeants d'entreprises publiques et parapubliques, Julien Kogobekale a tenu à apporter quelques éclaircissements. La lutte contre la corruption n'a ni agenda ni calendrier.
elle est permanente. Et elle frappe à tout moment comme la mort. Tout directeur général de l'administration centrale, directeur des structures publiques ou parapubliques, peut être entendu dès qu'il y a un soupçon de malversation ou de mauvaise gouvernance de la structure dont il est responsable. La descente du Premier ministre ici, dans cette institution, fait suite à son annonce du 11 novembre dernier, au cours de laquelle il faisait état de la déclaration de ses biens et ceux des membres de son gouvernement à la commission de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Sur le même sujet, la caravane de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite vient de faire escale à Njolé dans la province du Moyen-Ogooué. La délégation qui a exposé sur les 4 modules fondateurs de cette opération et les missions de cet organe administratif devant les agents publics a également permis aux uns et aux autres de réaliser l'ampleur du phénomène de la corruption au Gabon et dans le monde. Regardez tout cela dans ce reportage de Rodolphe Moukami-Boma. C'est devant une assistance intéressée composée essentiellement d'agents publics et opérateurs économiques du département de la Bangabing que la délégation de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite expose les différents modules de sa campagne de sensibilisation contre la corruption. L'objectif étant d'inculquer les notions de probité et d'intégrité sur l'agent public dépositaire de l'autorité de l'État. Curieux, certains participants s'interrogent sur les instances de contrôle des membres de la commission. Qui contrôle? Est-ce qu'il y a une possibilité de contrôler les membres de la commission? Si il est avéré qu'un commissaire est défaillant, à quelque titre que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du rendement professionnel, il y a une disposition dans la loi qui veut que les autres commissaires peuvent le démettre. Des observations pertinentes qui se sont associées à ces autres problèmes qui minent le fonctionnement de l'administration en général. Vous voulez que nous soyons des exemples dans la gestion des deniers publics. Mais il faut d'abord que ça commence au sommet. C'est-à-dire que les budgets arrivent à temps. Là où je vous parle là, les budgets en ce qui concerne les collectivités locales ont été mis à disposition à partir de novembre. Là. Malgré ces réalités, la Commission invite tout de même les agents publics à plus de responsabilités. Nous souhaitons que lorsque le gouverneur va demander au préfet de lui envoyer un rapport à Libreville, que vous lui répondiez que je n'ai pas de papier. Mon rapport ne peut pas venir que d'aller prendre cette rame de papier qui va faire en sorte que le jour où vous devez agir vis-à-vis de cet opérateur, vous ne pouvez plus agir puisque vous avez déjà pris la rame de papier chez lui. Après les provinces de l'estuaire du Moyen-Ogooué, la caravane de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite va se rendre dans la province du Wellington, prochaine étape de son périple national. Dans votre 20 heures, la première sortie officielle du ministre en charge du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs du développement durable, Brice Lacruche-Alianga, qui a donc accordé une audience ce matin aux représentants résidents des Nations Unies. Pour cette première prise de contact, les deux personnalités ont évoqué les différents programmes qui lient le Gabon à cet organisme international. Lariska Lormamengi, Marlise Mungue pour le compte-rendu. Cette audience entre le ministre en charge du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable et le représentant résident du programme des Nations Unies avait pour toile de fond une prise de contact, mais aussi passer en revue les grands chantiers arrêtés par la feuille de route du gouvernement gabonais sur les ODD. Les grands chantiers sont, comme vous le savez, les ODD sont les objectifs de développement durable qui sont adoptés par pas seulement les Nations Unies, mais par chaque gouvernement, des membres des États du gouvernement de tout le pays. C'est notre feuille de route d'aller de l'avant, d'avoir le développement durable avant 2030. Alors on a 10 ans de vraiment accomplir, espérons d'avoir des bons résultats où on peut vraiment aller de l'avant et faire beaucoup de progrès, pas seulement ici au Gabon, mais en Afrique, dans tout le continent. On a déjà dégagé des pistes. Déjà au mois de septembre, on a préparé un grand rapport très détaillé qui a fait un peu l'état de lieu de où sommes-nous, de Gabon, par rapport de l'agenda 2030 et aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. On a constaté que dans le domaine de l'environnement, on est presque au top. On a bien avancé. Sur les autres indicateurs sociaux, économiques, les résultats sont un peu mitigés.
Mais on commence à discuter comment on peut accélérer et aller de l'avant. Créé lors du réaménagement du gouvernement le 7 novembre dernier, le ministère chargé de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable a donc la lourde charge, entre autres, de veiller à la mise en œuvre de plusieurs programmes dans des secteurs clés tels que l'environnement, l'économie notamment. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de prévention des abus envers les mineurs. Cette journée a pour objectif de mettre en avant la problématique des abus auxquels font face les enfants. Un phénomène qui prend de l'ampleur, comme nous le confirme ici Patricia Lidi-Moueli. Cette journée mondiale de prévention des abus envers les enfants, célébrée en synergie avec l'anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants, permet de mieux sensibiliser, voire conscientiser le public sur ce fléau qui auparavant constituait un sujet tabou. Aujourd'hui, la loi du silence est brisée et des révélations sont faites sur la place publique, mettant à nu les auteurs. Ce problème universel préoccupe la communauté internationale et ce, au regard des chiffres alarmants de l'Organisation mondiale de la santé qui présente plus de 200 millions de mineurs qui subissent des rapports sexuels imposés. Des violences diverses sont aussi enregistrées. Ils sont battus, vendus pour devenir esclaves ou enrôlés de force dans l'armée. Cette maltraitance envers les enfants entraîne de nombreuses conséquences sur leur vie, occasion pour les familles de prendre conscience de ce phénomène qui nuit gravement à l'enfant. Car l'enfant exposé à la violence devient à la longue un agresseur, a des problèmes de santé, peut être déprimé, aigri et aussi avoir une faible estime de soi. D'où cette journée qui interpelle la cellule familiale aussi bien que les pouvoirs publics. Au moment où la communauté internationale célèbre la journée de la prévention contre la violence faite sur mineurs, la rédaction revient ce soir sur les différents types de violences sur les enfants en Afrique. Suivons ce reportage de Lariska Lormamengi. Il existe 4 formes d'abus sur mineurs, l'abus physique, psychologique, sexuel et l'inceste. L'abus physique ici rassemble toutes les formes de maltraitance sur mineurs, entraînant un préjudice réel ou potentiel sur la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité. L'abus sexuel, lui, se caractérise par un ensemble d'actions à caractère sexuel, blessant ou risquant de blesser un mineur, quel que soit son sexe, physiquement ou émotionnellement, impliquant un partenaire adulte ou un autre enfant. L'abus psychologique est défini comme un comportement répété par un parent ou autre adulte en charge de l'enfant, pouvant nuire à son équilibre psychologique, voire à la stabilité de sa santé mentale. L'inceste, quant à lui, intervient lorsque les viols et agressions sexuelles sont commis au sein de la famille, sur un enfant par un ascendant ou par toute autre personne ayant une autorité de droit de fait. Autant d'éléments qui montrent la complexité de la problématique, surtout en Afrique où l'acte sexuel est utilisé comme moyen de domination plus qu'autre chose. La Journée mondiale de la prévention des abus sur mineurs est donc l'occasion pour les organismes internationaux et même pour chaque pays de réfléchir sur les moyens de mettre un terme à ce fléau pourtant réprimandé sévèrement, mais qui continue de prendre des proportions inquiétantes. Les violences faites sur les mineurs, le Gabon n'échappe pas au phénomène. La situation devient même inquiétante au regard de nombreux cas enregistrés ces dernières années dans notre pays. La commémoration de cette journée mondiale est donc l'occasion d'en parler. Lariska Lormamengi évoque la situation actuelle au Gabon dans ce reportage. Au Gabon, la forme d'abus sur mineurs la plus répandue est sexuelle, mais aussi physique. Ces dernières années, le phénomène de viol sur mineurs a pris des proportions alarmantes. Que ce soit pour des pratiques occultes ou pour assouvir leur libido, les pédophiles multiplient les astuces pour appâter leur proie, très souvent naïve. L'on se souvient encore des années antérieures où des adultes étaient pris en flagrant délit de viol sur des bébés de quelques mois, des enfants de moins de 2 ans. Dernier fait en date, l'affaire Wali qui alimente toujours les débats. Une affaire qui, bien que toujours en instruction judiciaire, a permis de mettre en lumière un groupuscule spécialiste de proxénétisme, communément appelé les placements. Il consiste à livrer des mineurs à des hommes fortunés, adeptes de la chair fraîche et innocente, en échange de quelques billets et des smartphones de dernière génération. Avant cela, le scandale dans un collège de la place où un individu déjà identifié utilisait des jeunes filles comme des proxénètes infiltrés parmi les élèves pour recruter ses potentielles proies. Pourtant, le viol sur mineurs est sévèrement puni en terre gabonaise. Toujours est-il que le phénomène persiste. Le danger est présent partout, quel que soit le sexe, qu'il soit masculin ou féminin.
La menace est réelle. Pour le cas Wali, le présumé coupable est toujours recherché. Un mandat d'arrêt international a été délivré par le parquet de la République. Sur un autre plan, la problématique des produits alimentaires avariés dans les supermarchés et les petits commerces se pose avec acuité. De nos jours, à Libreville et dans l'arrière-pays, après le passage d'une délégation composée du procureur de la République et des responsables de la direction générale de l'inspection de l'hygiène de l'hôtel de ville de Libreville, dans ces différentes surfaces, il y a quelques jours seulement, notre rédaction a voulu savoir si les populations gabonaises étaient attentives aux dates de péremption des produits qu'elles achètent. Le constat dans ce reportage de Katia Zangdong et Alexandre Nkoge. Les jambons, consommables jusqu'au 28 novembre 2019, les yaourts à consommer de préférence avant 2020. Dans ce supermarché, les clients font leurs courses avec un calendrier en tête. Toujours un an ou 6 mois, ça dépend de ce qu'on prend. Je ne peux pas me permettre de prendre un article dans un magasin sans regarder sa date de péremption. Au rayon des produits secs, les dates font un peu moins la loi à cause de leur longue durée de conservation. Cette dame est très attentive aux dates de péremption. Que je suis dans ce rayon, ça fait presque 11 ans et demi, 12e année là. Les clients prennent la peine de regarder les dates de péremption. Chaque matin quand j'arrive, il faudrait d'abord que je fasse le tour de tout ce rayon pour contrôler d'abord les dates et voir à peu près ce que je dois mettre en promotion. D'abord, ce sont nos parents et tout. Le rôle d'être réunioniste, c'est d'abord de contrôler les dates de péremption. D'autres, par contre, trouvent que cet exercice est peu nécessaire. Oui, pour moi, la date de péremption, ça ne joue pas un très grand rôle. Parce que nous avons constaté que les dates de péremption, c'est plus commercial. Parce qu'il y a des produits qui ont des dates longues, des produits qui ont des dates courtes, mais ce sont les mêmes produits fabriqués pareil. Mais on se pose la question pourquoi les dates diffèrent. Le constat est établi, beaucoup de Gabonais ne consommeraient pas des produits ayant dépassé leur date de péremption. Comme nous venons de le constater dans le reportage qui a précédé, la découverte des produits avariés dans les grandes surfaces et le manque de vigilance des populations sont des questions préoccupantes et inquiétantes pour les consommateurs que nous sommes. Alors, question, comment ce phénomène a pu échapper à la vigilance des contrôleurs et qui est donc responsable? Tentative de réponse de Léa Bifane et Alexandre Nkoge. De façon inopinée, les produits avariés sont découverts dans la plupart des espaces commerciaux de la capitale gabonaise. D'ailleurs, les plus touchés par ce qui est devenu un phénomène sont les grandes surfaces qui jadis ont fait la fierté de notre pays. Entre mauvaise conservation des aliments, produits, des anomalies dans les emballages et les dates de péremption dépassant les limites, le consommateur subit le diktat des supermarchés préoccupés juste à engrainer des bénéfices au détriment de la santé des populations. Une véritable insécurité alimentaire qui semble être entretenue. Comment comprendre que tous ces détails ont échappé à la vigilance des services de sécurité alimentaire et d'hygiène? Une interrogation qui est loin de trouver une réponse, mais la réalité est là et elle rattrape. Pourquoi les nombreux contrôles réguliers n'ont pas décelé toutes ces difficultés? La descente musclée du maire et du procureur remet en cause le comportement de certains contrôleurs. À cela s'ajoutent les responsables malins qui s'arrangent à changer d'emballage et de date d'expiration pour un réajustement de date et continuer à vendre sans être inquiétés. Dans cette affaire dite des produits avariés, le consommateur est victime d'un système bien organisé. In fine, au regard de la chaîne des magasins et autres structures partant du Gabonais lambda au plus huppé, nous nous retrouvons tous exposés à une intoxication alimentaire. Toujours sur le plan de l'hygiène publique et de la salubrité, la communauté internationale a célébré aujourd'hui la Journée mondiale des toilettes. Oui, cela peut procurer des sourires et des rires à la première écoute, mais le sujet ne manque pas d'intérêt dans la vie et la santé des populations. Occasion pour notre rédaction de s'intéresser aux phénomènes liés à l'insuffisance des toilettes publiques dans la capitale gabonaise. Pelagie Mbouimba et Pierre Claverella ont mené la réflexion pour nous.
Trouver un lieu d'aisance dans la ville de Libreville est un casse-tête pour la population. Une situation désagréable qui emmène les riverains à polluer la cité en faisant des besoins à l'air libre. Pour se soulager, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques. C'est dur pour nous. Deux fois, il y a les gens qui passent là, ils demandent est-ce que vous avez les toilettes ici? Je vais me soulager. Il n'y en a pas. Là où je suis là, j'ai envie d'aller faire mission, mais où est-ce que je peux aller? Je suis obligée d'aller chez ma petite sœur quelque part. Est-ce que c'est normal? Dans quelques quartiers, comme Zanayon dans le 6e arrondissement de Libreville et dans la commune d'Akanda, une organisation est faite dans ce sens, mais ne satisfait pas le plus grand nombre d'usagers. Pas des gens se soulagent dans la nature. Je me suis dit, bon, avec mes modestes moyens, je vais leur offrir un aisance publique, toilette publique. Et à la fois, vous avez besoin pour pisser. C'est là-bas que j'ai pensé, comme je vais faire pour aider les populations. J'ai fait les petits moyens pour créer ça. Nous demandons à la mairie que nous fasse des WC publics par-ci, par-là. Demande de la mairie. S'il peut nous aider pour nous mettre les toilettes au quartier là, ça va nous faire bien. Le responsable de la mairie fasse un effort de mettre des toilettes publiques parce que c'est embêtant. Voici une problématique et une matière à réflexion pour les nouveaux exécutifs municipaux qui sont une nouvelle fois interpellés. Sur le volet santé, la césarienne est une opération chirurgicale pratiquée chez les femmes enceintes. Elle est devenue de nos jours une pratique courante dans les différentes structures sanitaires du pays. Elle s'exécute généralement chez les femmes qui ont des difficultés à accoucher par voie normale. La césarienne devient, à partir de ce moment, un recours capital pour sauver des vies des femmes et des enfants. Dans le reportage qui suit, nous allons donc mieux comprendre le bien fondé de cette intervention chirurgicale. Maggie Zhang Nang et Richard Mobiwa pour les détails. La décision de pratiquer une césarienne est habituellement prise en fonction de l'état du bébé et de la mère. Dans certains cas, le médecin peut décider de planifier une césarienne avant même que le travail commence pour protéger la santé du bébé et de la mère. Considérée comme une opération à risque, je vais vous citer deux grandes pathologies essentielles. C'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète. Donc quand ces pathologies sont associées à la grossesse et que la femme est régulièrement suivie, il peut arriver un moment où on se rend compte qu'il y a un risque à laisser poursuivre la grossesse. La césarienne peut être indiquée dans plusieurs situations. Je vais vous donner 4 grands chapeaux, 4 raisons essentielles. La première raison, c'est que la femme a un petit bassin. Donc un bassin qui ne peut pas laisser passer un bébé de poids normal. La deuxième raison, c'est l'utérus. Ça concerne donc une partie de l'utérus qu'on appelle le corps. C'est cet utérus qui va donner les contractions utérines. Et également le col. C'est le col qui va s'ouvrir pour laisser passer l'enfant. La troisième raison, c'est le bébé. C'est-à-dire, s'il est gros, s'il est mal positionné. La quatrième raison, ce sont des pathologies qui existent ou qui sont révélées par la grossesse. L'accouchement par césarienne reste préoccupant pour la santé maternelle et infantile. Il devrait donc tenir compte des bénéfices et des risques liés à cette intervention. En plus bref et en images, le SINAPAP et le CIPROCOM, les syndicats de l'audiovisuel public au Gabon, ont tenu une assemblée générale de sensibilisation conjointe ce matin à Libreville. C'était ici à la maison Georges Rawiri, de la maison donc de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Plusieurs points ont ponctué la rencontre. Écoutons justement à cet effet la responsable du SINAPAP, Aminata Ondo. Eh bien, je vous rappelle que ça fait 3 mois que le secteur de la communication est en ébullition face au manque de matériel. Vu que nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles, parce que même la grille actuelle que vous voyez est financée par nous-mêmes, c'est-à-dire le producteur, le journaliste et le technicien se débrouillent à aller en reportage, à produire les émissions. Donc c'est inacceptable.
L'intersyndicale des régies financières et le regroupement syndical G23 ont co-organisé une conférence de presse ce matin à Libreville. Au nombre des points évoqués avec les hommes et femmes des médias, l'absence d'un cadre formel de dialogue avec la tutelle, la régularisation des situations administratives d'une catégorie d'agents et bien d'autres sujets. Plus de détails avec Frédéric Yendamukula et Gérard Miondou. Au nombre des points de revendication des syndicalistes des régies financières, la mise en place d'un cadre formel de dialogue social avec la tutelle ou la régularisation des situations administratives d'une catégorie d'agents, entre autres. La régularisation des situations administratives de plus de 600 agents stagiaires actuellement en grève au ministère de l'Économie et des Finances. L'harmonisation des grilles relatives à la prime de performance budgétaire PPB. L'examen du cadre juridique. L'absence d'un cadre formel du dialogue social au sein du ministère. Tout en louant la volonté du ministre des Finances qui reste ouvert au dialogue, l'intersyndicale lance ici un appel constructif à tous leurs collègues. À la suite de nos échanges avec le ministre de l'Économie et des Finances, nous sommes parvenus à obtenir quelques points d'accord sur ce. C'est le cas pour nous de noter ici l'esprit d'ouverture qu'a fait montre le ministre de l'Économie et des Finances. C'est l'occasion pour nous de lancer un vibrant appel en direction de tous les leaders syndicaux de notre département ministériel. Le regroupement des syndicats des régies financières rejette ici toute récupération politique de leur mouvement. Fort de ce qui précède, nous dénonçons avec la dernière énergie toute tentative de récupération à des fins politiques des mouvements syndicaux organisés par l'intersyndicale des régies financières et le groupement syndical G23. Les syndicalistes devraient demeurer plus que jamais des partenaires sociaux responsables, autrement dit des forces non seulement de revendications sociales, mais aussi de propositions visant à trouver des solutions concrètes aux problèmes des travailleurs. En Toum, province de l'Estuaire, l'association des parents d'élèves était au chevet du lycée public de cette localité. Les membres de cette structure associative viennent d'offrir des kits didactiques et du matériel de nettoyage aux fins d'aider les enseignants à travailler dans un cadre salubre. Georges Kombila et Tanguy Tsaka nous en parlent. Des outils de nettoyage, matériel sportif et des kits didactiques. Voici ce dont a bénéficié le lycée technique d'Untoum de la part de l'association des parents d'élèves de cet établissement secondaire. Lorsque un partenaire à l'éducation nationale, l'association des parents d'élèves, juge utile de venir en aide à l'administration de l'établissement, nous ne pouvions qu'applaudir des deux mains. Ce don rentre dans le cadre des activités de cette association. Le président de cette structure associative a indiqué sa volonté de soutenir les apprenants en fournissant aux enseignants ce don composé d'équipements divers. Ce geste rentre dans le cadre de nos activités. Chaque année, en fonction des besoins d'établissement, nous répondons le plus souvent favorablement à un certain nombre de besoins estimés par l'administration. L'association des parents d'élèves n'est qu'un maillon important du système éducatif. Et comme vous le savez, qu'il n'existe pas une école sans enfants, il n'existe pas les enfants sans parents. Étaient présents à cette cérémonie les cadres administratifs de la localité, le corps professoral et les représentants du ministère de l'Éducation nationale. Nous restons en Toum avec Georges Kombila, notre reporter qui a également assisté à la réouverture de la salle d'animation culturelle de cette localité du Komomonda. La cérémonie inaugurale a enregistré la présence des auxiliaires de commandement, des populations, mais également de plusieurs personnalités administratives de la place. Regardez. Le département du Komomonda est désormais doté d'un centre de lecture et d'animation culturelle, une structure financée par l'OEF, Organisation internationale de la francophonie. Ces dernières années, Flamme de Toum a pris du retard par rapport aux 9 autres centres de lecture du Gabon. Mais je suis persuadé que vous allez réaliser, comme qui dirait, une sorte de remontada, afin que le club de Toum rejoigne le top 5 des meilleurs clubs du Gabon et pourquoi pas d'Afrique. Un club n'est pas une simple bibliothèque, mais un instrument de cohésion sociale, de développement culturel et éducatif et de promotion de la jeunesse en particulier.
Cette structure, qui rassemble plusieurs compartiments, va accueillir les adeptes de la culture. Le maire de la commune de Ntoum a exprimé sa joie quant à ce geste de portée culturelle. C'est un immense soulagement pour les autorités locales et administratives, les responsables des établissements scolaires et les apprenants, de voir le CLAC de Ntoum réouvrir ses portes. Car, disons-le, ce CLAC a fait la fierté de notre ville, de notre province, voire de notre pays. Un centre d'animation culturelle qui arrive à point nommé au moment où les jeunes manifestent le désir d'accroître leur potentiel intellectuel. Surtout, restez avec nous. Avant la fin de cette édition d'information, vous aurez droit à une importante déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement. À cette occasion, elle intervient donc après la sortie du procureur de la République. Surtout, ne quittez pas vos positions d'écoute. La note politique du journal avec la sortie officielle de l'Union démocratique républicaine UDR depuis sa nouvelle configuration. Parti politique de la majorité républicaine pour l'émergence, les responsables de cette formation politique ont magnifié l'action socio-économique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la tête du Gabon. Le compte rendu d'Arnaud Mbabekoum et Lubester Lenyongo. La sortie politique de l'Union démocratique et républicaine s'inscrit dans le cadre des activités sociopolitiques de cette formation membre de la majorité républicaine. Toutefois, elle fait une place de choix à l'action politique du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Les militants et militantes de l'UDR sont fiers et ont des raisons de soutenir les réalisations de son Excellence Ali Bongo Ondimba dans le pays, dont voici quelques exemples édifiants. Sur le plan économique, la mise sur pied de la zone à régime privilégié d'un COC est une concrétisation de l'idéal Gabon industriel. Sur le plan sanitaire, soucieux du bien-être social des populations en matière de santé, le président de la République a entamé plusieurs chantiers de grande envergure. En effet, de 2009 à 2019, sous le mandat d'Ali Bongo Ondimba, le Gabon a construit et réhabilité 4 hôpitaux de classe mondiale, réduisant ainsi les évacuations sanitaires à l'étranger. Sur le plan infrastructurel, la construction et l'embellissement de la route PK5, PK12, PK12, PK27. L'UDR, qui prône pour la social-démocratique, a réaffirmé son engagement à soutenir le chef de l'État s'il se porte candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les militants et sympathisants ont partagé le gâteau d'anniversaire à l'honneur de la décennie du chef de l'État. Nous vous l'annoncions à l'instant, le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kouré-Békalé, revient sur l'actualité du moment, 24 heures après la sortie du procureur de la République. Découvrons ensemble son contenu. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, dans son discours à la nation du 31 décembre 2017, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, déclarait, je le cite, « C'est donc un changement radical de gouvernance que j'entends mettre en œuvre et qui s'appuie lui-même sur un changement radical de méthode. » Dans son allocution historique du 8 juin 2019, je le cite encore, il disait « Il est capital pour notre nation d'en finir une fois pour toutes avec la corruption qui gangrène nos institutions. Il est capital d'en finir avec la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui nous empêche d'avancer et nous interdisent de récolter les fruits des efforts colossaux et multiformes que l'État a consentis. À la suite de ces appels incessants du président de la République à une République exemplaire, j'ai, en ma qualité de Premier ministre chef du gouvernement, lors d'une rencontre le 11 octobre dernier, invité
l'administration publique et parapublique à la responsabilité, à l'intégrité et à la probité. J'ai annoncé à cette occasion solennelle que les dirigeants d'entreprises publiques et parapubliques de l'administration publique vont dorénavant, et plus que par le passé, devoir procéder à la reddition des comptes quant à leur gestion. Car, au-delà de la corruption, au-delà de l'enrichissement illicite, dont un grand nombre de responsables de l'administration publique et parapublique sont soupçonnés, c'est l'impunité qui compromet le plus le développement et le progrès de notre pays et l'empêche d'atteindre ses objectifs de développement économique et social. Nous ne pouvons plus laisser des actes répréhensibles se perpétuer. Nous ne pouvons pas accepter l'impunité. Les diverses interpellations de ces derniers jours, qui ne sont nullement une chasse aux sorcières visant une quelconque catégorie de citoyens, s'inscrivent dans le droit fil de cet engagement du gouvernement à lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Je voudrais rassurer nos compatriotes que toutes les procédures judiciaires liées à ces interpellations seront faites dans le respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Devant la volonté maintes fois exprimée par le président de la République de bâtir une République exemplaire, le gouvernement que je dirige s'est résolument engagé dans la lutte contre les actes répréhensibles de gestion, dans la lutte contre la mauvaise gouvernance, dans la lutte contre l'impunité. Nous allons intensifier cette lutte tout en étant conscients que sa réussite pleine et entière repose aussi sur notre capacité collective à y mettre fin pour l'avenir et le bien-être du Gabon et des Gabonais. Je vous remercie de votre aimable attention. À l'instant, cette importante déclaration du Premier ministre, chef du gouvernement Julien Koré-Bekale, sur la campagne lancée contre la corruption et l'enrichissement illicite dans notre pays. Voilà qui met donc un terme à votre journal sur Gabon Première. Merci d'avoir regardé cette édition d'information. Prochain rendez-vous, vous retrouverez donc à 23 h, Wivine au Vendan. Quant à moi, je vous dis à demain, 20 h, si Dieu le veut.